Bonjour à tous et à toutes, je reviens avec un nouveau podcast euh, qui est en fait un petit peu le prélude aux cercles qui vont démarrer à partir du 7 septembre prochain, les cercles de pleine lune, concernant nos 12 sœurs des tribus stellaires. Et donc ce cercle, pour les personnes qui connaissent les 13 mères de lune de Jimmy Sams, ces cercles sont un peu le pendant stellaire de ces 13 grandes mers. Donc le premier cercle se fera le 7 septembre à 20h30 en présentiel comme à distance, en visio. Et donc du coup, ce petit podcast va surtout me servir à vous présenter ce qu'est le chamanisme stellaire. On connaît bien le chamanisme terrestre, en tout cas plus ou moins bien, selon les uns et les autres. Mais le chamanisme stellaire est un peu moins connu. Et pourtant, il permet également de faire un pont entre la Terre et les étoiles. Hein, là où le chamanisme traditionnel fait peut-être le pont entre le ciel et la Terre en prenant vraiment comme ancrage la nature. Dans le chamanisme stellaire, on le vit un petit peu différemment. Donc c'est vrai que quand on parle de chamanisme, on pense souvent aux traditions ancestrales qui sont enracinées dans la terre, avec le tambour qui appelle, l'usage de plantes sacrées, les animaux totems, les forêts, les rivières, la nature. Et donc c'est ce qui définit vraiment ce chamanisme terrestre, c'est-à-dire faire un chemin d'alliance avec les esprits de la nature terrestre. Mais il existe également un autre courant dans lequel je suis tombée dans mon cheminement de prêtresse de la rose, du coup, où je me suis retrouvée à un moment donné à communiquer avec des galactiques sans savoir comment j'avais réussi à faire ça. Et donc c'est là que j'ai découvert que j'avais cette aptitude déjà et que c'était du chamanisme stellaire en fait. Alors, il ne remplace pas le chamanisme traditionnel, hein, puisqu'on ne travaille pas de la même façon, même en faisant usage des mêmes outils, on les aborde pas de la même façon, on ne travaille pas avec les mêmes êtres non plus. Il ne contredit pas non plus le chamanisme traditionnel, mais en fait, il l'élargit. Alors, c'est vrai que dans mon parcours, j'ai beaucoup travaillé avec les systèmes énergétiques, hein, comme tout praticien holistique, on va dire, Reiki, etc., etc. Euh, j'ai découvert, je dirais, le chamanisme vraiment au travers des stages, mais surtout du contact avec une consoeur, je dirais, auteur également, Maïté Mola-Peto, qui a aussi sa chaîne sur YouTube et que vous pouvez suivre. Euh, et donc, généralement, effectivement, le chamanisme traditionnel peut permettre de ne pas être trop choqué, trop surpris quand on arrive au chamanisme stellaire, parce que du coup, quand cette expérience a été mienne, j'étais pas forcément déboussolée. J'avais à peu près compris que voilà, le voyage que je venais de faire dans le monde du haut m'a emmené beaucoup plus haut que ce que je ne m'attendais. Euh, et donc après, il s'agit pour moi de comprendre, de connaître aussi ces peuples galactiques avec lesquels j'entrais en communication et voilà, de créer aussi alliance avec eux. Et donc ce chamanisme stellaire, c'est une voie voilà, à part, complémentaire du chamanisme traditionnel, qui va relier non seulement aux forces de la Terre, mais aussi aux forces du ciel, des étoiles, des constellations et des mondes subtils d'où nous venons. Par exemple, les tout premiers voyages que je réussissais du coup à maîtriser et où je demandais à mes guides de m'emmener là où c'était juste pour moi, parce que je ne connaissais pas trop tous les mondes qui étaient possibles, donc je m'étais simplement contentée de leur demander là où c'était juste pour moi. Ils m'ont ramené dans ma planète d'incarnation, dans mon essence planétaire, où j'ai pu découvrir un petit peu comment ça se passait
voilà, sur mon étoile d'origine, on va dire. Quel était le travail des prêtres et des prêtresses à ce moment-là, quels étaient les esprits alliés avec lesquels on travaillait, quelle a été l'histoire de ce lieu. Et une fois que j'ai été habituée à cela, par exemple, ils m'ont indiqué quelle était ma rune stellaire que j'utilisais à l'époque et que j'ai pu ramener dans ma vie quotidienne. Ils m'ont également, ils ont commencé également à me faire des demandes de libération d'âme sur le plan stellaire, galactique, en m'expliquant par exemple que il y a des personnes qui sont incarnées sur Terre, mais qui peuvent avoir par exemple des parties d'âme encore retenues par des civilisations un peu involutives, et que donc je parle de ça, c'était au mois d'avril 2025 par exemple. Et que voilà, j'avais la capacité de pouvoir libérer ces parties d'âme qui n'étaient pas accessibles par un recouvrement chamanique traditionnel en fait. Et là, c'était vraiment le chamanisme stellaire qui allait le permettre. Et donc, bon, ils m'ont montré les protocoles, etc. Donc, j'ai fait, c'est assez impressionnant. Euh, et, euh, Et donc, par exemple, là, sur cet exemple, je leur avais demandé, mais quel impact ça va avoir, enfin, finalement, parce que les gens qui sont sur Terre, ils sont sur Terre et ils vivaient leur quotidien. Quel intérêt, entre guillemets, pour eux de récupérer une partie stellaire dont ça se trouve, ils n'ont même pas conscience, etc. Et donc, ils m'ont expliqué que dans les âmes qui étaient libérées, donc il y avait une partie qui allait permettre de revenir sur Terre, d'être réintégrée dans l'incarnation des individus concernés, pour leur permettre justement de prendre conscience, en fait, de certaines aptitudes, de certaines origines stellaires qui étaient également les leurs, et finalement de pouvoir enclencher un processus d'éveil qui était empêché, bloqué ou limité euh, par le fait que ces âmes étaient emprisonnées, enfin ces fragments d'âme étaient emprisonnés, et qu'il y a une autre partie de ces fragments d'âme qui vont simplement aller faire la même chose là où le reste du corps est. C'est-à-dire, en fait, qui m'expliquait que tout le monde n'était pas forcément incarné sur cette terre que nous connaissons, mais qu'il y en a d'autres qui avaient fait le choix de se réincarner sur d'autres espaces, et que du coup, ces fragments d'âme allaient les rejoindre là où ils étaient pour qu'ils puissent continuer leur chemin évolutif, en fait. Et donc, c'est comme ça, en fait, qu'ils m'ont permis de comprendre l'utilité du chamanisme stellaire et ses limites aussi, ainsi que les limites du chamanisme traditionnel et l'utilité du chamanisme traditionnel, donc dans, le, dans la danse entre ces deux approches, finalement. Et donc, que je répète, qui ne sont pas contradictoires. Elles peuvent se vivre très indépendamment l'une de l'autre, hein. Moi, je ne pratique pas vraiment le chamanisme traditionnel, comme par exemple ma consoeur Maïté. Je suis plus sur la voie de la prêtrise de la rose et le chamanisme stellaire. Euh, et Maïté, jusqu'à preuve du contraire, je ne crois pas qu'elle pratique par exemple le chamanisme stellaire. Je n'ai pas eu. Alors, si Maïté, tu passes par là et que tu entends le podcast, n'hésite pas à m'envoyer un message pour me dire, ça pourrait être assez sympa. Et donc voilà, c'est vraiment une autre approche finalement de la vie holistique, c'est une autre approche dimensionnelle de l'être et de son être à soi aussi, puisque ça ouvre également à un autre parcours de découverte de soi, de ses capacités, de ce qu'on est venu faire sur Terre aussi, de sa propre mission. Parce qu'effectivement, dès l'instant où j'ai pu reconnecter avec ma planète d'origine, mon étoile d'origine, et son histoire, j'ai pu aussi reconnecter avec certaines de mes blessures. Alors évidemment, dès l'instant où on entre sur un parcours de développement personnel, spirituel, on entend parler des 5 blessures de l'âme, donc au fur et à mesure de sa progression, on apprend à les travailler, etc. etc. Et en fait,
quand le chamanisme stellaire m'est tombé dessus et que j'ai connu l'histoire de mon étoile source, ça a fait écho avec, ne serait-ce par exemple que la blessure d'abandon, mais vue autrement, puisque certaines guerres ont fait qu'il a fallu que je quitte cet espace, cette maison qui était la mienne, cette civilisation dont j'avais entre guillemets la garde, comme les autres prêtres prêtresses. Et il a fallu abandonner tout cela pour préserver les enseignements. Donc vous voyez à quel point finalement certaines blessures de nos vies stellaires font parfaitement écho avec les blessures terrestres, les 5 blessures terrestres, mais nous obligent à les retravailler autrement et à retravailler cette mémoire, ce souvenir engrammé dans les cellules et qu'on a ramené effectivement dans nos incarnations. Et donc le chamanisme stellaire va permettre de comprendre ça, cette partie-là, de nos blessures, de nos blocages, de nos réviviscences, pour pouvoir revivre ces situations et les épurer, les alchimiser dans notre histoire d'ici et maintenant, et de pouvoir mettre en place aussi certaines choses pour, comme je vous disais, voilà, quand ils m'ont demandé de faire la libération de certaines âmes, quand il y a eu d'autres demandes entre-temps. Donc voilà, ou quand justement du coup ils permettent de transmettre des messages pour le collectif. C'est aussi, voilà, une autre façon d'avancer dans le parcours. Donc voilà, donc pour revenir vraiment au cœur du message, c'est vrai que sur le chamanisme terrestre, ce que je vous disais, on est plus dans l'ancrage dans la nature. Et dans ce chamanisme traditionnel terrestre, le chaman, la chamane, est la personne qui va voyager dans les mondes invisibles pour amener la guérison, la clarté ou la guidance, en se reliant à des esprits alliés de la nature, donc qu'il s'agisse d'animaux totems, animaux de pouvoir, les végétaux, les montagnes, les piliers, les plantes. Donc c'est une pratique qui est vraiment ancrée dans le vivant, dans le corps, dans la terre-mère, je dirais même dans la racine, pour faire écho au houdou louisianais que je connais et pratiqué et pratique encore un peu, où on parle de médecine, de route médecine, donc de docteur de la racine. Je dirais que voilà, le chamanisme terrestre, les chamans terrestres traditionnels sont des docteurs de la racine, des root workers. Là où le chaman stellaire, lui, travaille plus au travers de voyages cosmiques. Donc, dans le chamanisme stellaire, on prend, nous, une autre porte où on regarde ce qui se passe sur Terre, mais on est beaucoup plus tourné vers le ciel et les étoiles. Parce que nous partons du principe que nous ne sommes pas seulement les enfants de la Terre, mais aussi les enfants des étoiles. Donc ça, c'est vraiment une croyance qui est fortement ancrée en nous. Alors, il ne faut pas se dire, comme on est forcément des enfants des étoiles, on est forcément tous bons, gentils, généreux, etc., bienveillants. Non, c'est pas vrai. Les peuples Dracos, par exemple, alors ceux qu'on appelle traditionnellement les Darks, et pour ceux qui sont un peu moins dans la tradition, on va dire les toxiques, sont aussi des enfants d'étoiles. C'est pas les mêmes étoiles que les autres, mais ce sont aussi des enfants d'étoiles. Donc tous les enfants d'étoiles sont pas bons, et il faut pas se dire non plus que, par exemple, dans les planètes, les autres terres, toutes les autres planètes sont peuplées de guides bienveillants. Non, il y a aussi la dualité sur les autres planètes. Et que ce que nous appelons des guides ont dû faire face aussi à cette dualité en eux d'abord, et ont subi des attaques Dracos aussi qui ont laissé des traces.
des traces qui leur ont permis d'évoluer, certes, mais voilà, donc c'est pas parce qu'on est enfant des étoiles qu'on est forcément bon, et c'est pas parce qu'on est enfant des étoiles qu'on est forcément protégé de l'obscurité. Bien au contraire même, je dirais. Donc dans le chamanisme stellaire, le praticien, la praticienne va plutôt entrer en relation avec des esprits alliés stellaires. Donc on travaille plutôt avec les consciences des étoiles et des constellations, leurs fréquences, leurs vibrations, leurs ondes. Les civilisations galactiques, donc du coup, dont je vous parlais, qui sont nos ancêtres spirituels, qu'ils aient été incarnés sur Terre ou non. Et on travaille beaucoup avec des êtres de lumière, très souvent liés à Vénus, à Sirius, aux Pléiades, à la ceinture d'Orion lumineuse, ou encore tout simplement à la Voie lactée. Alors encore une fois, c'est pas parce qu'on canalise quelqu'un de Vénus, de Sirius, des Pléiades, ou... alors on dit souvent Orion, mais il est plus juste de parler de la ceinture d'Orion, ou autre planète, de toute façon, que c'est forcément quelqu'un de lumineux. Voilà. Donc toujours faire attention. On peut également être amené à connecter avec des archétypes cosmiques, comme le grand soleil central, le fameux grand soleil central dont on nous parle très souvent, ou avec la mer cosmique. Donc ce sont des esprits alliés qui, comme dans le chamanisme terrestre, ne sont pas à l'extérieur de nous, ils sont en nous, et en fait ce sont des mémoires que nous portons dans nos cellules, et qui se réveillent ou non en fait pour la partie stellaire à un moment ou à un autre de notre cheminement. C'est un peu comme la Kundalini, elle s'éveille ou non à un moment donné de notre cheminement. Donc le chamanisme stellaire va nous aider plutôt à soutenir la mémoire, réveiller le souvenir que notre âme est tissée de poussière d'étoiles et que notre vibration première est cosmique. Donc c'est vraiment ça que je vous dis, c'est on l'a tous ce souvenir, mais il se réveille ou non. Alors évidemment, du coup, une fois qu'on... Enfin, moi, dans mon cas, ça s'est réveillé sans que je n'ai été spécifiquement initiée au démarrage, mais une fois qu'on a compris, voilà, bien sûr qu'on peut en transmettre une partie. Alors, au jour d'aujourd'hui, je ne me suis pas encore penchée sur le fait de créer une formation spécifique par rapport à ça. Par contre, j'ai reçu la demande de faire le cercle de nos sœurs stellaires. Donc voilà, je pense que si un jour ils veulent que je fasse des formations par rapport à ça, ils sauront très bien me le faire comprendre. Mais en tout cas, je sais que ce cercle est fait aussi pour permettre à chacun de pouvoir goûter un petit peu ce que c'est que ce chamanisme stellaire. Alors comment il se pratique concrètement ? Eh bien concrètement, ça peut ressembler à la pratique du chamanisme terrestre, parce qu'on utilise aussi des tambours, on se met aussi en état modifié de conscience, il y a aussi la notion d'ouverture d'espace sacré, l'invocation d'esprits alliés, et parfois des chants ou des langages en langage stellaire qui peuvent accompagner les séances, les voyages, etc. Sauf que là, en fait, au lieu d'appeler des esprits de la forêt ou des végétaux, des minéraux, on va directement appeler les esprits du ciel, des étoiles, des constellations, et en fait, on ramène plutôt la forme éthérique, la conscience éthérique, la connaissance et les messages éthériques de ces êtres. Donc, de manière très concrète, par exemple, le chaman, il va utiliser des pierres, des minéraux physiques. Le chaman stellaire, lui, va utiliser des pierres et des minéraux éthériques. Voilà. Idem pour les plantes, idem pour tout ça. On va plutôt convoquer la vibration de ce dont on a besoin. Du coup, on travaille beaucoup avec les constellations, les portails énergétiques des solstices,
les cycles cosmiques, etc. Donc le but c'est vraiment voilà, d'ouvrir ces canaux de mémoire et de guérison dans un mouvement d'expansion de conscience comme le chaman terrestre pour ramener finalement l'information manquante à la personne. Donc voilà, ces deux pratiques chamaniques ne s'opposent pas mais se complètent vraiment. Et là où le chamanisme terrestre nous enracine, nous stabilise et nous rappelle que nous sommes incarnés, le stellaire, lui, va nous élever, nous ouvrir et nous rappeler que nous venons d'ailleurs. Et donc, comme je vous disais, moi, je suis prêtresse de la Voie de la Rose. Et ça se marie très bien parce que du coup, ce cheminement avec la rose me maintient ancré sur Terre, là où le chamanisme stellaire me permet pour le coup de m'élever mais sans perdre l'ancrage. Donc c'est vrai que c'est toujours très important d'avoir un contact à la Terre malgré tout. Et donc du coup, là où je vous disais que ça permettait d'être encore une fois un pont entre le ciel et la terre, c'est ça en fait. C'est d'avoir les pieds au sol tout en restant ouvert aux étoiles et de créer l'équilibre dans tout cela. Donc ce chamanisme stellaire, c'est vraiment l'art de marcher entre les mondes, mais en élargissant notre cercle d'alliés finalement, parce que de par les voyages que j'ai fait avec Maïté, j'ai mes animaux totems terrestres, je connais mes plantes totems, de par mon cheminement sur la voie de la Madeleine, je connais mes roses totems, je connais mes minéraux totems, etc. de manière terrestre. Mais je connais aussi maintenant mes alliés stellaires et mes origines cosmiques. Ce qui me permet aussi de reconnecter avec d'anciennes connaissances au travers de la reconnexion aux soins, voilà, tout ce qu'on a pu apprendre dans nos vies stellaires antérieures en tout cas, tout en restant pleinement incarné ici et maintenant. Et donc c'est ça que c'est ce volet finalement autre du chamanisme qui va accompagner les cercles de pleine lune avec les sœurs galactiques, donc qui s'ouvrent à partir du 7 septembre et qui auront lieu du coup à chaque pleine lune pour permettre à chacun de reconnecter et de découvrir cette autre approche du chamanisme. Et peut-être que ça va compléter votre pratique à vous, peut-être que ça va vous donner envie de pratiquer, peut-être que plein de choses. Mais en tout cas, voilà. C'est, je pense, le petit explicatif, en tout cas, que je me devais de vous transmettre aujourd'hui. Et donc, sachant que le premier cercle va nous amener à découvrir la gardienne de l'harmonie, au travers, elle nous vient en tout cas du peuple de la Lyre, donc un peuple riche en histoire, dont beaucoup de starseeds, donc graines d'étoiles, sont actuellement présents sur Terre et qui a connu des conflits galactiques aussi assez importants. Et donc c'est pour cela que c'est cette sœur qui a souhaité ouvrir en septembre, et je pense qu'au vu des événements qui se passent de manière terrestre, il n'y a certainement pas de hasard qu'il me fasse débuter ces cercles en septembre avec la gardienne de l'harmonie, la gardienne de la lyre, pour nous rappeler, et en fait là, elle a l'intention, au travers de moi, de vous transmettre ces enseignements basés sur ce qu'elle a appris, ce que le peuple de la lyre a récolté de bon, de mauvais, par rapport à leur expérimentation à eux, en espérant que cela puisse nous aider, guider notre chemin à nous aussi, dans notre incarnation terrestre par rapport au temps qui approche,
et qui sont propices à la fois à une fin de cycle et à une renaissance dans, dans le renouveau de la lumière. Elle nous dit déjà que ces temps à venir, elle me montre mars 2026, vont être l'occasion d'une résurrection de l'humanité tout entière. Ça ne concerne pas que la France. Mais pour que cette résurrection se fasse, il faut savoir mourir avec honneur, beauté et dignité. Donc voilà son petit message pour aujourd'hui. Donc voilà, j'espère que ce petit podcast vous a un petit peu plus éclairé sur ces cercles qui s'ouvrent à partir de septembre. Et si vous souhaitez avoir plus d'informations, vous pouvez vous rendre sur mon site internet, donc au sentierdesanges.fr, dans la rubrique Temple d'Isis et Rose Noire, vous aurez le descriptif de ces cercles. Voilà. En attendant, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.